j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un temps de lecture et un peu de blabla, donc je vous invite à prendre un café, un thé, un chocolat, ce que vous voulez, pour cette vidéo qui risque d'être un petit peu longue. Donc, j'ai mis hier sur Instagram, comme quoi il n'y avait pas de vidéo hier, donc je vais vous expliquer pourquoi. Je n'ai pas eu le temps de tourner, puisque ce week-end, ça a été le dernier week-end de vacances, donc récupérer la grande d'un côté, ma belle-mère qui a ramené le petit, donc week-end chargé. Lundi matin, ma belle-mère était à la maison, donc pas possibilité de tourner une vidéo. Mais lundi après-midi, j'avais un rendez-vous, un forum au niveau de l'orientation dans le domaine sanitaire et social, donc par rapport au concours que je prépare, donc je suis allée voir ce forum. Donc le lundi après-midi, c'était mort. Mardi matin, j'ai dû aller faire mes courses et faire un peu de ménage. Mardi après-midi, ça a été révision de concours. Mercredi, Loulou à la maison. Puis en plus, j'avais prévu de me lever tôt pour filmer la vidéo. Au final, il s'est levé en même temps que moi. Et en plus, nous avions une coupure de courant de 8h30 à 15h. Donc même si j'aurais eu le temps de tourner ma vidéo, j'aurais pas eu le temps de la monter et de la mettre en ligne avant la coupure de courant. Donc voilà. Ensuite mes griffes. Voilà. On va tout de suite faire les questions que vous vous posez derrière votre écran. Donc vous allez vous moquer. Mardi soir je me couchais normal. Mercredi matin je me réveille avec 2 balafres sur le front. Donc je suppose que j'ai dû me griffer durant la nuit. Première fois que ça m'arrive, alors que ça fait plus de 15 ans que j'ai les ongles longs, comme vous pouvez le voir, j'ai des beaux ongles, mais ça fait plus de 15 ans que j'ai des ongles longs, et première fois que ça m'arrive. Donc voilà, donc 2 belles balafres, je me tape bien la honte, mais bon, c'est pas grave. On dira rien, ça, voilà, quand on n'est pas doué, c'est pour la vie. Même en dormant, j'arrive à me faire mal, bref. Je vais vous présenter pas mal de livres, puisque la dernière fois, j'ai fait une vidéo de blabla la semaine dernière, parce que j'avais pas spécialement envie de présenter le livre. Voilà, donc ça arrive, hein, soyons honnêtes. Donc voilà, j'en ai pas mal à vous présenter. Donc c'est toutes des lectures toujours qui ont lieu courant février. Et j'avoue que j'ai pas mal carburé ce mois-ci, beaucoup plus que ce que je pensais. Donc le premier livre que je vais vous présenter, on y arrive, c'est Les Animaux Fantastiques de J.K. Rowling. Donc oui, je sais, le livre est sorti il y a déjà 2-3 ans. Le film est sorti l'année dernière, je crois, puisque là le deuxième volet est sorti cette année. Donc je suis un petit peu à la bourre pour lire le livre. Mais en fait, c'était pas forcément un livre qui m'intéressait en fait en termes de lecture. Même le film, clairement, je ne l'ai toujours pas vu. Voilà, on va être honnête. Mais pour mon défi lecture, donc toujours le même, défi lecture 2019, sur Facebook, allez voir, voilà, faites recherche, défi lecture 2019. C'est un groupe fermé où là vous aurez toutes les catégories. Bref, donc pour ce premier trimestre de l'année, une lecture commune était proposée pour remplir la catégorie lecture commune. Et c'était donc le tome 2 des Animaux Fantastiques. Mais pour ceux qui, comme moi, n'avait pas lu Les Animaux Fantastiques, pouvait prendre le tome 1. Donc c'est ce que j'ai fait. Ma soeur me l'a prêté, puisque pareil, je ne voulais pas l'acheter. Et il n'est pas dans ma médiathèque. Donc tout de suite, comment faire pour lire un livre que nous n'avons pas. Donc merci à ma soeur de m'avoir prêté son bouquin. Donc on va suivre les aventures de Norbert Dragono qui arrive en Angleterre. Donc lui de base il est français, et donc là il arrive en Angleterre pour faire une livraison ou venir chercher un animal fantastique, bref. Et donc sachant que ces animaux fantastiques sont enfermés dans une valise, donc si vous avez vu le film vous le savez, et sa valise va s'ouvrir et donc des animaux vont s'échapper, sauf que ça remet en cause leur secret par rapport aux moldus, que les moldus ne doivent pas savoir que les sorciers existent. Donc voilà. Et en fait, ce livre, c'est le script du film. Donc c'est pas un roman, comme on a l'habitude d'en lire. C'est vraiment le déroulé du film avec, on voit bien, vue plongeante, machin, cut, donc quand c'est coupé. Voilà, donc on a vraiment tout le script du film, les dialogues, etc. Ma soeur avait un peu peur que le fait que je n'ai pas vu le film m'empêche de bien comprendre le livre, de le visualiser, etc.
j'ai pas eu ce problème, je suis facilement rentrée dans l'histoire, j'ai facilement visualisé les scènes, etc. Donc je n'ai pas eu ce problème. Donc si vous êtes comme moi et que vous n'avez toujours pas vu le film, voilà, et que vous êtes curieux de lire ce livre, personnellement je pense, enfin, tout au moins pour moi ça l'a fait, que même sans voir le film on peut lire le livre. Puisque je sais que plusieurs personnes, dont Piketty Bookin, a lu le livre et c'est en lisant le livre qu'elle a eu envie d'aller voir le film. Ce qui n'était pas le cas pour le 2. Voilà, dès qu'en fait, elle avait dit dans sa vidéo, donc une fois qu'elle avait lu le tome 1, donc les animaux fantastiques, directement le lendemain, elle voulait aller au cinéma, etc. pour voir le film. Autant qu'elle a lu le tome 2 et qu'elle n'a pas eu, enfin voilà, elle attendra qu'il sorte en DVD pour pouvoir le lire, le voir. Elle n'avait pas forcément envie d'aller le voir au cinéma. Voilà, donc comme quoi c'est possible de lire ce script sans avoir vu le film. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc comme d'habitude, j'ai mon petit carnet devant moi pour avec mes petits résumés. Donc l'écriture est fluide, il y a beaucoup de mouvements, donc autant que ce soit des mouvements de caméra, comme les personnages qui se déplacent, etc. Il y a pas mal d'actions. Et on découvre vraiment l'univers des animaux fantastiques. Enfin, une partie, enfin après, oui, on découvre ça, mais je pense que, enfin, je trouve que ça aurait pu être un peu plus poussé encore. Voilà, les animaux fantastiques, limite, moi je m'attendais à, entre guillemets, me retrouver dans un zoo avec les animaux, etc. Et enfin, il m'a manqué un petit truc dans le bouquin, donc je voudrais quand même lire le livre. Je voudrais quand même voir le film. Je vais pas y arriver, hein. Par curiosité, pour voir si le film représente mieux les animaux fantastiques que ce qui m'a paru dans le livre. Mais bon, sinon, voilà, on constate et on découvre quand même des animaux fantastiques que nous ne connaissions pas dans Harry Potter. Et je trouve ça pas plus mal, puisque ça permet de développer encore plus l'univers d'Harry Potter dont nous sommes les 3/4 des personnes fans. Voilà, surtout que moi c'est totalement ma génération. Donc le livre fait 128 pages, donc il se lit en 1 heure. Voilà, en plus comme c'est un script, c'est des dialogues, il y a des coupures, il y a des machins. En 1 heure, il est tué, enfin 1h30 au grand maximum, il est mort le livre. Et donc je lui ai mis la note de 4 sur 5 parce que j'ai quand même bien aimé et ça changeait de ce que j'ai l'habitude de lire. Alors, le deuxième tome que je vais vous présenter, c'est AI, donc Ami Imaginaire, donc comme d'habitude je vous mettrai les couvertures, hein, de Betty Piccioli aux éditions Castelmore. Donc c'est un livre jeunesse. Alors imaginez-vous, voilà, imaginez-vous, vous êtes une petite fille de 7 ans, vous avez un ami imaginaire avec qui vous partagez vos jeux, vos peurs, etc. Cet ami imaginaire est un lion, voilà, tout simplement un lion. Vous vous endormez et le lendemain, quand vous vous réveillez, votre lion est là, en chair et en os. Tout le monde peut le voir et il a la parole, etc. Voilà, c'est un ami imaginaire qui n'est plus imaginaire. Donc, évidemment, les parents ils flippent parce qu'ils ne s'attendent pas à trouver un lion dans la chambre de leur fille au réveil. C'est pas grave. Donc, sauf qu'ils vont vivre comme ça pas mal d'années. Donc il n'y a pas que cette petite fille qui va avoir son ami imaginaire qui va apparaître, c'est tous les enfants qui ont un ami imaginaire, leur ami imaginaire va apparaître, sauf qu'au bout de quelques années, les enfants vont commencer à disparaître. Mais on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, on ne sait pas ce qu'il devient d'eux, ce qu'il advient d'eux plutôt. Donc on va suivre donc, cette petite fille qui s'appelle Elena, qui a 12 ans maintenant, et John, qui est son ami imaginaire, donc son AI, c'est comme ça qu'on les appelle dans les livres. Dans le livre, on les appelle AI, qui vont essayer de comprendre ces disparitions, comment elles ont lieu, pourquoi elles ont lieu, qu'est-ce que les enfants deviennent, qui est derrière ça, ou qu'est-ce qui est derrière ça. Voilà, donc ils vont vraiment mener une enquête pour découvrir ce qui se passe et arrêter ces disparitions. Donc c'est un livre jeunesse que j'ai trouvé très sympa. Le rythme de lecture est très rapide, ça bouge, ça se lit facilement.
Franchement, voilà, enfin même pour lire en tant que parent, pour le lire à nos enfants, je dirais vers 8 ans, il y a un moyen. Et ensuite, une fois qu'il a 9-10 ans, lui, pouvoir s'approprier l'histoire. Je pense que c'est faisable. Après, ça reste mon point de vue personnel, hein, on est bien d'accord? Voilà, il n'y a rien de méchant dans le livre, c'est vraiment une petite histoire sympa, avec une petite enquête derrière, des gentils, des méchants, voilà, mais pas de trucs qui font peur, quoi. Donc c'est un livre qui fait quand même 384 pages, bien que, enfin moi je l'ai lu rapidement, enfin j'ai pas eu la sensation d'avoir mis longtemps à le lire, donc après faudrait qu'un jour je m'amuse à me chronométrer quand je bouquine, mais j'ai pas eu la sensation de mettre longtemps à le lire, donc c'est qu'il s'est lu rapidement, et je lui ai mis la note de 4,5 sur 5, et je vous le recommande si vous avez des enfants, avec pourquoi pas des amis imaginaires, etc., de leur lire cette histoire, qui est plutôt très sympathique. J'ai lu Les 5 éléments, le tome 2. Sur mon dernier point lecture, je vous avais donné le résumé du tome 1 et mon avis. Donc le tome 1 que je n'avais pas spécialement apprécié, qui avait été très très long à se mettre en place. Donc il avait fallu attendre plus de 200 pages avant que le rythme de lecture s'accélère et que ça commence à bouger au niveau des événements dans le livre. Mais et je vous avais dit que je trouvais ça un peu regrettable, puisque pour un livre jeunesse, au bout de 200 pages, en général, je pense que les enfants ils abandonnent. Enfants ou ados, hein, je pense que s'ils rentrent pas dans l'histoire tout de suite, ils abandonnent le bouquin. Donc c'est dommage. Après je me suis dit, bon, comme c'est un livre avec plusieurs tomes, il faut aussi le temps de planter le décor. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit, on va tenter le tome 2. Et effectivement, il y a du changement. Le tome 2, donc on retrouve exactement les enfants, enfin les ados, où on les avait laissés à la fin du tome 1. Et là, ça s'enchaîne direct. Enfin voilà, dès le début, dès le premier chapitre, on est reparti dans l'action. Il n'y a pas cet aspect, on attend, on met le truc en place pour se lancer. Non, là, on se lance direct. Donc j'ai beaucoup plus apprécié le tome 2, vous devez vous en douter, que le tome 1. Voilà, donc le tome 2 donc, est bien meilleur que le tome 1. Mais pour moi, il me manque encore des petits éléments pour avoir le peps, enfin le truc qui fait. Après, voilà, l'histoire en elle-même est bien. Les petits rebondissements sont sympas. Mais je sais pas, c'est pas un coup de cœur, il me manque encore quelque chose. Donc peut-être que le tome 3 le fera encore mieux, encore plus. J'attends. Franchement, j'attends de voir le tome 3 par curiosité. J'en attends encore plus du tome 3 que du tome 2. Donc j'espère pas être déçue. Et puis quand j'aurai lu le tome 3 qui n'est pas en ma possession, donc on verra quand est-ce que je pourrai me l'acheter, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Je lui ai quand même mis la note de 4 sur 5 parce que c'était une belle évolution par rapport au premier tome. Et il fait 352 pages qui, là, cette fois-ci, bougent et font enchaîner les chapitres. Enfin voilà, les chapitres, etc. Ça s'enchaîne beaucoup plus facilement que dans le tome 1 et on a bien envie de continuer la lecture sans s'arrêter. Voilà. Donc, je pense que ça peut être une bonne saga. Et si vous avez été un peu en demi-teinte comme moi sur le tome 1, tentez le tome 2 et dites-moi ce que vous en pensez. Donc je ne vous ai pas dit, c'est les 5 éléments, le tome 2 qui s'appelle La Ville des Ombres de Dan Jolet. Voilà. Donc ensuite j'ai lu, mais je ne vais pas vous les présenter puisque je peux toujours pas vous faire vraiment de résumé. J'ai lu le tome 6 et le tome 7 des Chevaliers d'Émeraude de Anne Robillard, donc toujours là-haut dans la bibliothèque. Voilà, je suis toujours 4,5 sur 5 pour ma part puisque j'adore cette saga. Le tome 6 fait 400 pages et le tome 7 fait 427 pages. Voilà, je vous en dirai pas plus puisque je n'ai pas de quoi vous faire vraiment de résumé sans vous spoiler du début de la saga. Mais je le redis encore une fois, lisez cette saga si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous aimez le fantastique, franchement, Anne Robillard, une pépite. Voilà, c'est tout, c'est mon point de vue. J'ai le droit d'exprimer mon point de vue quand même. Ensuite, j'ai lu. Ouais, il y a encore des bouquins à présenter. Ensuite, j'ai lu Un homme à la crèche de Thomas Griot.
Il fait 112 pages. Alors comme vous le savez, je prépare mon concours d'auxiliaire de puériculture et donc en préparant ce concours, je m'informe d'un peu de tout qui touche au domaine des enfants, de l'accompagnement, des lieux d'accueil. Donc là, en farfouillant à la médiathèque, je suis tombée, sans me faire mal, sur ce livre, donc Un homme à la crèche, qui nous explique le parcours d'un homme, puis on vient survoler le parcours d'autres hommes qui ont pris la décision de devenir auxiliaire de puériculture ou éducateur de jeunes enfants. Voilà. Donc, sachant que c'est un métier à 99% féminin, on va suivre donc déjà leur parcours atypique parce que c'est rarement des hommes qui, après avoir passé leur bac, disent bah, moi je veux travailler avec les enfants, donc je veux préparer mon concours, je vais rentrer en école pour faire ça. En général, c'est des hommes qui ont travaillé dans d'autres domaines et qui, par la force des choses, entre guillemets, ont fini par s'orienter avec les enfants puisqu'ils se sont rendus compte que c'est ce qu'ils aimaient faire. Il y a aussi des hommes qui ont été animateurs périscolaires ou animateurs de colonies, voilà, animateurs pendant les vacances ou pendant le temps périscolaire, qui finalement se rendent compte que c'est vraiment ça le travail qu'ils aiment, travailler avec les enfants. Et donc, ils vont passer des concours supplémentaires, des diplômes supplémentaires pour entrer dans ce domaine. Mais de là, on va suivre aussi donc, déjà leur insertion dans la formation, puis leur insertion dans leur lieu de travail, puisque on dit souvent que la crèche est un lieu, enfin la crèche est le pouponnage, on va dire, des enfants, c'est réservé aux femmes, puisque les femmes ont l'instinct maternel, les femmes savent changer une couche, les femmes savent préparer un biberon, les femmes savent consoler les bébés, voilà, donc c'est notre culture française qui fait que nous avons cette vision du maternage, on va dire. Et en fait, ces hommes vont devoir prouver qu'ils peuvent faire aussi bien que la femme, que même si chez eux, c'est pas naturel de changer une couche avec les études qu'ils ont faites, c'est devenu naturel puisque c'est devenu un réflexe. Enfin voilà, ils l'ont appris donc ils savent le faire. Donc ils vont devoir prouver ça, ils vont devoir prouver que c'est pas parce que c'est pas parce que un homme travaille en crèche que cet homme est homosexuel. C'est pas parce que l'homme change la couche des petites filles que cet homme est un pédophile. Puisque dans ce cas-là, pourquoi les femmes pourraient changer les petits garçons? Voilà. Donc c'est toutes ces a priori qui sont relatés dans ce livre. Les a priori, que ce soit de la part de leurs collègues, de la part des parents, de la part des femmes autour d'eux, de leur famille, de leur entourage. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa. J'ai eu un peu du mal avec le style d'écriture. Mais le fond du témoignage était vraiment sympa. Et voilà. Donc j'ai mis la note de 3 sur 5 parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce témoignage d'homme à la crèche. Mais j'ai eu un peu plus de difficultés avec le style d'écriture que j'ai trouvé des fois un peu long, etc. Mais ça reste toujours mon point de vue, bien que ce livre fut une belle découverte. Ensuite, j'ai lu, je ne sais pas si on peut dire j'ai lu, j'ai écouté, parce que je l'ai écouté sur Audible, Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. J'ai pas noté c'était qui, donc je vous invite à aller voir, puisque, bon, de toute façon il y aura la miniature, hein, mais je sais pas c'est qui. Donc je l'ai lu, il faisait 18-19 heures de lecture à peu près. Je sais plus exactement, je l'ai pas noté. D'habitude je le note et là je l'ai pas noté non plus. Donc on va suivre Alan qui est en maison de retraite et qui fête son 100e anniversaire aujourd'hui. Donc la maison de retraite a organisé un goûter d'anniversaire avec les pensionnaires de la maison de retraite, avec le maire, avec des journalistes, etc. Puisque 100 ans ça ne se fait pas tous les jours. Et c'est pas toutes les personnes âgées qui arrivent à cet âge. Donc c'est un peu un événement dans cette ville où ils habitent. Sauf que Alan, lui, il n'a pas envie de fêter son anniversaire. Enfin, il n'a pas envie de devoir être sympa avec les gens, il n'a pas envie de devoir serrer des mains. Enfin, c'est son anniversaire, il a envie de faire ce que lui a envie. Et donc, il va décider de fuguer. Voilà, il a décidé. Il veut pas fêter son anniversaire avec des inconnus. Il veut pas fêter son anniversaire avec l'infirmière pas sympa de sa maison de retraite. Et donc, il va se casser, littéralement. Il va fuguer par sa fenêtre. Donc,
c'est un peu marrant. Et donc il va aller se réfugier à la gare routière pour pouvoir prendre un bus. Donc je vous spoil pas, hein, vous inquiétez pas. Et là, il va rencontrer un petit jeune qui a une valise. Le petit jeune a besoin d'aller aux toilettes. Sauf qu'il ne peut pas rentrer dans la toilette avec la valise. Donc il va demander à Alan s'il peut garder sa valise le temps qu'il revienne. Sauf qu'entre deux, ben, le car d'Alan arrive. Et donc Alan, il fait quoi? Ben, il prend la valise et il monte dans le car. Et il se barre. Sauf qu'en fait, il s'avère que là, il va y avoir ben, ce petit jeune qui va vouloir le retrouver pour récupérer sa valise. Donc sachant qu'il va y avoir le petit jeune à ses trousses, il va y avoir la police, parce que une fois que l'infirmière a découvert qu'il n'était plus là, ils vont se mettre à sa recherche. Et on va suivre toutes les péripéties d'Alan à partir du moment où il est parti de la maison de retraite. Et on va également avoir des flashbacks, des retours dans le passé sur la vie d'Alan depuis son enfance jusqu'à maintenant en fait. Donc le livre en lui-même, j'ai plutôt bien aimé. Je l'ai trouvé long. Après, c'est peut-être comme si c'était en audio, c'est peut-être juste l'audio qui me convient pas. Parce que ça fait déjà 2 fois que je lis, que j'écoute des bouquins en audio sur Audible. Et 2 fois que je suis pas convaincue par le bouquin. Donc, soit je choisis mal le bouquin, ou soit c'est l'audio qui me convient pas. On verra bien. Le mois prochain, j'ai encore le droit à un crédit offert sur Audible et ensuite je me désabonne puisque j'ai clairement pas envie de payer 9,90 par mois pour écouter un livre, surtout que je pense que j'irai plus vite à le lire qu'à l'écouter. Donc voilà, je verrai bien le mois prochain si au final le livre en audio a été plus convaincant que les 2 précédents ou pas. Voilà. Donc en fait on va suivre et on suit donc Alan qui donc a maintenant 100 ans, c'est-à-dire qu'il a vécu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la bombe nucléaire, voilà, et on va découvrir ces événements historiques par rapport au flashback sur la vie d'Alan. Et le livre en format papier fait 468 pages. Ensuite, j'ai lu La fille qui n'existait pas de Nathalie C. Anderson aux éditions Pocket Jeunesse. Donc, toujours pour mon défi, je devais lire un livre mystère, donc un livre que je n'ai pas choisi, dont je ne connais pas le résumé, dont je ne connais rien en fait à part le titre. Et donc, je suis allée à la médiathèque et j'ai demandé à ma bibliothécaire de me choisir un bouquin. Et donc, j'ai plongé dans ce livre sans lire la 4e de couverture, vraiment sans avoir fait aucune recherche sur ce livre. J'ai plongé dedans et franchement, belle découverte. Franchement, ma bibliothécaire, elle a bien ciblé mon style de lecture et ce que j'aime et juste génial. Donc on va suivre Tina qui est une adolescente. Elle a 17 ans je crois dans le bouquin. Elle est devenue cambrioleuse. On recommence. Elle est devenue cambrioleuse après le décès de sa mère. Donc sa mère qui a décédé quelques années plus tôt. Et elle vit sur les toits de la ville de Sangui. Donc en fait elle n'a pas de logement fixe, etc. Elle a pour idée de venger la mort de sa mère, puisque sa mère a été assassinée. Tina est sûre de savoir qui est l'assassin et elle veut se venger. Sauf que ça va pas se passer exactement comme elle le pensait. Elle va chercher des preuves que c'est bien lui qui a tué sa mère. Et en fait, en cherchant des preuves, ça va devenir de plus en plus compliqué, de plus en plus flou sur qui était sa mère, quel rôle a ce monsieur qu'elle pense qu'il a tué sa mère, d'où est-ce qu'elle vient, enfin voilà, toutes des questions sur son identité qui vont être soulevées juste quand elle va en fait chercher des réponses sur le meurtre de sa mère, avec évidemment des gentils, des méchants et des gros points d'ombre, des secrets, des choses dont les gens ne veulent pas parler, et donc ça va être compliqué aussi pour elle de découvrir qui était sa mère, et elle va faire des découvertes qui ne sont pas forcément très reluisantes, très sympas, et voilà. Je vais me griffer. Donc voilà, donc franchement c'était une super découverte, la lecture est très fluide.
L'écriture elle est très explicite et facile à lire. Donc j'ai beaucoup aimé cette histoire, comme vous en doutez. Et je l'ai dévoré en 2 jours. Il fait 416 pages. Il est là le bouquin. C'est le orange que vous voyez là-bas. Je suis toujours là. C'est celui-là. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé cette histoire. Je l'ai dévoré en 2 jours. Et je vous le recommande, évidemment. Il fait 416 pages. Et je lui mets la note de 4,5 sur 5. Il en reste, ouais, il m'en reste 3 à vous présenter. Ensuite, j'ai lu La Reine des Neiges, la série Les Contes Interdits, des éditions Ada, écrit par Simon Rousseau. Donc, on va découvrir la revisite du conte de La Reine des Neiges en version un peu gore. C'est toute la série, donc Les Contes Interdits, qui est comme ça. C'est pour un public averti, donc pas pour les jeunes. Pas spécialement pour les ados, voilà, vraiment attendre plus de la majorité, puisque, donc pas spécialement dans ce conte-là, bien qu'on le survole un peu, mais je sais que dans d'autres contes, il est question d'inceste, de pédophilie, de meurtre, voilà, donc vraiment il faut être bien accroché pour lire ce genre de lecture. Donc là, dans La Reine des Neiges, on va suivre une journaliste qui vient pour l'enterrement de son grand-père. Et elle va, pour elle, son grand-père est décédé de vieillesse. Et en fait, elle va apprendre qu'il s'est suicidé. Et elle va enquêter sur une boîte qu'elle a découverte, cachée dans son atelier. Et elle va enquêter donc sur le passé de son grand-père, surtout que sa grand-mère lui dit que quelqu'un est venu lui rendre visite 2 ou 3 jours avant son décès. Et donc elle va enquêter donc sur le décès de son grand-père et elle va s'attirer pas mal d'ennuis. Comment vous dire? Oui, en fait, elle va déterrer des secrets qui n'avaient pas spécialement envie d'être déterrés. Et elle va aussi découvrir de ce fait la légende de la Reine des Neiges. Et donc voilà, on va suivre ça. Donc je m'attendais à quelque chose de plus gore. Parce que par rapport à ce qu'on m'avait dit, et donc ce que je vous ai dit juste avant, je m'attendais vraiment à être soufflée par le livre. Pas spécialement. J'ai bien apprécié la lecture. Ça s'est lu facilement. J'ai lu sur ma liseuse. Voilà, pareil, en 1h30, 2 heures, c'était fait. Le livre fait 184 pages. On est très très loin de La Reine des Neiges, de Disney, donc du dessin animé que nous connaissons tous. Mais très très loin. On a des années-lumière de ça. Je lui ai mis la note 3,5 sur 5. Parce que, voilà, comme je vous disais, il s'est lu rapidement. Mais je m'attendais quand même à mieux en termes de suspense et d'horreur, on va dire. Et voilà, donc j'étais un petit peu laissée sur ma faim. Ensuite, durant le mois de février, j'ai lu 13 à table, version 2019. Donc 13 à table, c'est le livre où il y a 13 nouvelles mis en vente par les Restos du Cœur. Donc 13 nouvelles de 14 auteurs différents, puisqu'il y a une nouvelle écrite à 4 mains. Donc il y a 14 auteurs, mais 13 nouvelles, donc si je ne me trompe pas, évidemment. Je pensais trouver des histoires joyeuses, étant donné que c'est pour les Restos du Cœur. Je me suis dit on va trouver quelque chose de sympa, etc. à l'intérieur. Donc oui, il y a des histoires joyeuses qui tournent autour de Noël, qui sont plutôt sympas. Il y en a d'autres qui sont pas spécialement joyeuses, mais qui nous font remettre en question nos a priori qu'on peut tous avoir sur les SDF, sur les réfugiés, sur les personnes qui sont sur domicile fixe. Voilà, donc j'ai trouvé plutôt pas mal. Par contre, j'ai pas pu enchaîner 2 nouvelles d'affilée, puisque
que en fait on a encore dans la tête les personnages et l'histoire de la première nouvelle, et donc moi perso j'arrivais pas à me détacher pour lire la deuxième nouvelle, donc voilà, je faisais une pause avec un autre bouquin et je revenais dessus après, d'où le fait que j'ai mis plusieurs jours à le lire, voire même plus d'une semaine, puisque je lisais pas les nouvelles d'affilée. Donc en point positif, donc on découvre différents auteurs, on fait une bonne action puisque l'argent est reversé au Resto du Cœur, un livre acheté, donc c'est 5 €, c'est 4 repas offerts si je ne me trompe pas, et on passe un bon moment de lecture. Donc voilà. Les petits points négatifs que j'ai relevés, c'est l'écriture est très petite et compacte. Voilà, il y a vraiment des passages où c'est vraiment un bloc quoi, l'écriture, donc ce point-là m'a un peu dérangé. Puis c'est vraiment écrit tout petit. Après je comprends que pour faire le plus gros bénéfice, il faut qu'ils mettent moins d'argent dans l'édition du livre, et donc de ce fait on a une entre guillemets moins bonne qualité de papier, de mise en page, etc., ce qui est totalement normal et ce que je comprends pour pouvoir reverser le plus d'argent à l'association des Restos du Cœur. Mais c'est vrai que moi qui ai l'habitude de lire des livres écrits assez gros, puisque je suis pas très de poche, donc des livres assez gros, écrits assez gros, bien aérés, etc., sur certaines nouvelles, ça m'a dérangé. Ensuite, il y a des nouvelles qui ont été plus longues que d'autres et pas forcément celles qui m'attiraient le plus. Bon, ça c'est mon point de vue personnel, toujours. Et puis comme je vous disais, j'ai dû faire une pause entre chaque nouvelle, sinon je m'y perdais. Donc le livre fait 288 pages et je lui ai mis la note de 3 sur 5. Mais bon, je pense que l'année prochaine, je rachèterai, tout au moins pour faire la bonne action, je rachèterai Très à table l'année prochaine. Mais il y en a un que je n'ai pas écrit. Alors, je vous l'ai déjà présenté la dernière fois. Bah non, il y en a un que j'ai oublié de vous écrire, que j'ai oublié d'écrire. Ouais. Ok, tout va bien. J'ai lu donc Au bonheur des fautes, c'est celui-là que j'ai oublié d'écrire, donc je vous mettrai l'affiche. Je peux plus vous dire de qui c'est, je ne sais plus. Donc Au bonheur des fautes, on suit une correctrice qui travaille au journal Le Monde, je crois. Et en fait, on suit un peu son parcours et pourquoi elle explique pourquoi elle est devenue correctrice, qu'est-ce qu'une correctrice. Donc c'était plutôt sympa, c'était plutôt marrant. Par contre, il y a des paragraphes qui m'ont paru très longs. Il y a pas mal de mots compliqués, mais bon, c'est le but aussi. Mais bon, ils sont expliqués. Il y a des règles de grammaire qui sont réexpliquées, le A sans accent, le A avec accent, les différents et, les tournures de phrases, c'est quoi la différence entre une virgule et un point virgule. Voilà, donc j'ai trouvé ça plutôt sympa à lire. J'ai trouvé assez long aussi, donc pareil, je l'ai un peu coupé avec un autre livre parce que le langage est assez soutenu, assez compliqué, ça que je dis aussi beaucoup de jeunesse. Donc passer sur un livre un peu plus soutenu, c'est vrai qu'il y a eu des moments où c'était lourd à lire. Donc j'ai plutôt esquivé, on va dire. Voilà, j'avais besoin de temps en temps souffler et de lire quelque chose de plus sympa. Et en fait, c'est avec ce livre-là que j'ai lu Très à table. En fait, je lisais ces deux bouquins-là en même temps. Comme ça, au moins, quand je finissais une nouvelle de Très à table, je lisais Au bonheur des fautes. Et après, quand j'en avais un peu marre du bonheur des fautes, je repartais sur Très à table, etc. Donc, voilà. Et le dernier livre que j'ai lu, je l'ai lu hier. Avant-hier, je l'ai fini avant-hier. C'est 14-14 de Paul Béon et Silène Edgar, des éditions Castelmore. Donc pareil, normalement, vous en avez entendu parler. On va suivre Adrien avec H qui vit en 1914 et Adrien sans H qui vit en 2014. Et Adrien, donc le Adrien de 2014 va écrire une carte de vœux à son cousin et va le poster. Donc une nouvelle boîte aux lettres est apparue près de chez lui. Il se trouve ça bizarre parce qu'elle n'est pas de la bonne couleur, mais c'est pas grave, hein, s'il peut éviter de faire des kilomètres pour aller poster sa lettre, il en profite. Hein. Donc il va poster la lettre et en fait c'est Adrien de 2014 qui va la recevoir. Donc ils vont commencer par correspondre, mais sans savoir qu'ils ne sont pas de la même époque. Bien qu'il y a des choses qui vont leur paraître un peu bizarres, en mode ça je connais pas. Il parle bizarrement quand même. Enfin voilà. Il y a un peu une écriture de cochon. C'est bizarre, on a l'impression qu'il vit dans un autre pays. Donc c'était plutôt sympa de découvrir ça. Sachant qu'on n'a pas que la lettre, on vit aussi leur vie de chacun de leur côté, donc à leur époque. Et ainsi que leurs amis, leurs premiers amours, parce qu'ils ont
13 ans, 13 ou 14 ans dans l'histoire. Et on voit également la différence de génération. C'est-à-dire les garçons, il y a 100 ans, à 13 ans, la maturité qu'ils avaient comparée aux enfants de 13, enfin, aux garçons de 13 ans de notre génération. On voit la différence là aussi. Donc j'ai beaucoup aimé. J'ai pas voulu lâcher le livre. Une fois que j'avais commencé, je l'ai tué. Voilà, je l'ai tué. Et je pense que je le relirai parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je pense que je vais m'empresser de voir pour le prêter, pour le faire découvrir à d'autres personnes, puisque je pense qu'il peut bien intéresser. On parle pas trop de la Première Guerre mondiale, on en parle un peu, mais sans plus, puisque Adrien, donc de 2014, évidemment, de 1914, va arriver en période de la Première Guerre mondiale. Et donc on va en parler un petit peu, mais sans plus. Et voilà, j'ai beaucoup aimé de découvrir vraiment cet écart de génération, que cette différence d'époque qu'on se rend pas forcément compte actuellement avec tout ce qu'on a à notre disposition, internet, les téléphones, la médecine, etc. Et comparé à ce qu'ils avaient il y a 100 ans. Donc vraiment cette partie du livre, j'ai beaucoup aimé. J'arrive pas à me décider si c'est un coup de cœur ou pas. Je pense que il va me rester longtemps en mémoire, mais de là, est-ce que c'est un coup de cœur, je sais pas vous dire. Je lui ai quand même mis la note de 5 sur 5 parce que comme vous avez dû le constater, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Et il fait 320 pages. Et je m'arrête pour là, parce que cette vidéo est hyper longue. Donc là, je suis en train de lire Je m'appelle livre et je vais vous raconter mon histoire. Voilà, donc je suis à la moitié. Et sur ma liseuse, je lis Phobos, le tome 3. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je suis désolée de vous avoir fait patienter pour la tourner, mais je savais qu'elle allait me prendre, entre guillemets, une plombe à tourner. Donc, sachant qu'il faut encore que je la monte, puisque voilà, juste la tourner, c'est pas suffisant. Voilà, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu des livres que j'ai lus, mettez en commentaire ce que vous en avez pensé. Si des livres vous donnent envie, dites-le moi également. Et pourquoi pas, à l'occasion, si on veut s'organiser une lecture commune, pourquoi pas. Donc voilà, c'est tout. Je vous laisse. Je vous souhaite d'agréables lectures, de bonnes créations si vous êtes créatif ou créative. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye!